L'objectif du chapitre que nous ouvrons sur les jeux est de présenter ce qu'est un jeu en analyse transactionnelle pour pouvoir déboucher sur la théorie de Karpman, qui est une théorie globale des jeux qui découle des travaux de Berne et des premiers analystes transactionnels. J'aimerais tout d'abord replacer la théorie des jeux dans la fonction qu'elle occupe en analyse transactionnelle. En analyse transactionnelle, le jeu est l'un des modes de structuration du temps et il doit être perçu à travers effectivement cette fonction qu'il a de structurer le temps de façon à optimiser les strokes, de façon à optimiser les signes de reconnaissance que l'on peut obtenir. On a déjà vu cette structuration du temps qui est finalement un continuum. Un continuum qui va du retrait, c'est-à-dire de l'absence de relation, de l'absence d'occasion d'obtenir des signes de reconnaissance, à l'intimité, qui est la façon la plus pure d'obtenir des signes de reconnaissance et de s'en témoigner. L'intimité vaudrait le coup qu'on arrête dessus, parce que si elle est la forme la plus pure de relation, elle est aussi une forme qui est parfois difficilement tenable dans la continuité et dans la durée. Mais néanmoins, quand on veut représenter les possibilités de structuration du temps, il est intéressant de le voir comme un continuum s'étendant entre ces deux extrêmes. Entre ces deux extrêmes, nous retrouvons donc les rituels, nous avons déjà parlé, qui sont ces façons d'entrer en communication en respectant simplement des règles très simples de bienséance, mais qui permet néanmoins de témoigner à l'autre de la reconnaissance de son existence. Dans la théorie classique, on avait aussi vu auparavant comment Karpman proposait de classer la structuration du temps, mais dans la structuration classique, on trouve, après les rituels, les passe-temps, que nous avons aussi déjà évoqués, et qui, pour faire simple, sont des façons de parler d'un sujet au moyen de transactions la plupart du temps non croisées, mais sans exposer particulièrement ni ses opinions, ni sa personnalité. On va parler d'informatique et on peut très bien avoir un passe-temps dans lequel on échange sur les dernières sorties de jeux, sur les derniers téléphones, sur à quel point BMW a un meilleur modèle que Mercedes, et pour autant ne pas réellement s'exposer. Berne appelle dans les passe-temps, il peut aussi les nommer comme des clubs. Le club automobile, le club des parents d'élèves, sous sa forme introjective ou projective. On pourra effectivement aussi en reparler si on fait un live un jour. Ça n'a pas forcément d'intérêt ici. Ce que je veux vraiment que vous perceviez, c'est que le jeu est une forme de structuration du temps qui implique davantage la personnalité de chacun des joueurs, puisqu'on parle de jeu, que les passe-temps ou les rituels. Ils sont placés devant les activités sur ma flèche. On aurait pu les placer au même niveau que les activités. C'est purement arbitraire, ça n'a pas non plus beaucoup d'importance. Ce qui caractérise un jeu, on va le voir, c'est bien évidemment le fait que le chat, celui qu'on va appeler celui qui mène le jeu, quand il est à l'origine des transactions, a déjà en tête, consciemment ou inconsciemment, l'idée d'un coup qui lui permettra de retirer un bénéfice de ce qui vient de se passer. Il y a toujours dans le jeu une transaction psychologique un peu cachée qui permettra au joueur, à celui qui mène le jeu, à celui qu'on peut appeler le chat, de retirer au détriment de celui qui joue contre lui un bénéfice supplémentaire. Pour expliquer ce que c'est qu'un jeu, le plus simple finalement, c'est d'abord d'en présenter un. Et traditionnellement, en analyse transactionnelle, on essaye de présenter un jeu
qui soit simple, qui soit facilement compréhensible, et on utilise un jeu qui porte le nom de Oui mais. Dans l'exemple que je vous propose, on a une première personne qui arrive et qui va demander conseil à l'autre. Ça peut donner quelque chose comme j'arrive pas à choisir de cadeau pour l'anniversaire de ma compagne. Ici, il y a un attrape-nigo, c'est-à-dire quelque chose que quelqu'un d'autre peut saisir si cela vient rencontrer son point faible. Et le point faible de la personne qui vient intervenir est justement cette envie de toujours apporter de l'aide. Elle va répondre quelque chose. Oui, mais pourquoi tu essayes pas de l'inviter au restaurant, par exemple? Non, mais tu comprends, le restaurant, c'est sympa, mais c'est un cadeau qui va disparaître dans le temps, c'est pas quelque chose qui reste, je veux quelque chose qui marque. Alors, peut-être tu pourrais l'inviter, je sais pas moi, à la Tour d'Argent? Non, je t'ai déjà dit, les restaurants, c'est pas son truc. Elle va pas prendre ça pour un cadeau. Et si jamais tu l'invitais dans un week-end où elle pourrait, je sais pas moi, choisir elle-même sans le savoir son cadeau? Oui, je pourrais l'inviter dans un week-end, mais nous, les anniversaires, on préfère les faire à une date précise, à la date précise, et on ne pourra pas partir en week-end. C'est pas le week-end son anniversaire. Si tu veux que ça reste, peut-être tu pourrais lui acheter une bague? Oui, mais une bague. D'abord, tu comprends, il faudrait qu'elle la choisisse, cette bague. Elle préfère toujours choisir ses bagues, elle n'aime pas porter des choses qu'elle n'a pas choisies. Alors, et le jeu peut continuer comme ça pendant un moment, jusqu'à ce que la personne qui essaye d'apporter de l'aide se lasse et que le chat, celui qui a initié le jeu, puisse conclure sur ouais, bon, je savais bien que j'avais raison de penser que tu trouverais pas. On est dans ce type de jeu, dans une relation qui apparaît tout d'abord être une relation adulte-adulte. Une relation sur laquelle on initie finalement la discussion sur un point de vue rationnel. Voilà, j'ai un problème, je l'expose, et la personne en retour peut exposer des solutions rationnelles et adaptées à la situation qui se présente. Il se trouve que le chat, celui qui initie le jeu, est au niveau social dans une transaction adulte-adulte, mais psychologique, dans une position, au moment où il l'émet, qui est plutôt une position enfant, et donc la transaction psychologique est une transaction enfant vers parent. On a donc une série d'échanges qui apparaissent être adulte-adulte, mais en réalité, ce qui vient jouer dans le oui mais est la partie enfant qui prend plaisir à démontrer à l'adulte qu'il n'est pas en capacité de résoudre la situation, qu'il a beau être adulte, il ne peut pas. Et cette transaction psychologique reste cachée pendant une bonne partie du jeu, jusqu'à sa conclusion. Conclusion dans laquelle, tout d'un coup, la transaction psychologique devient aussi la transaction sociale, la transaction apparente, avec ce dernier coup de l'enfant adapté négatif qui vient dire aux parents, tu vois, toi non plus tu n'es pas capable. Donc on a vu l'attrape-nigo qui vient s'accrocher sur un point faible, la réponse, ce moment de déclic dans lequel d'un coup l'enfant du chat s'exprime directement, et le moment de stupeur que cela provoque sur le second joueur qui ne s'attendait pas à être attaqué ou interpellé à travers dans une transaction enfant vers parent. Le bénéfice négatif intervient donc puisque le chat peut démontrer que sa conviction que les adultes n'ont pas la possibilité de l'aider est réelle,
que sa conviction que les autres ne sont pas en capacité de l'aider est réelle, et il offre à le joueur numéro 2 un timbre négatif, et on reviendra sur cette notion de timbre, puisque il le laisse avec un sentiment que le joueur numéro 2 ne pourra pas exprimer totalement et qui restera. Pour autant, il y a eu des échanges, on le voit bien, au niveau des strokes, qui ont été relativement longs. Si on devait repartir sur une analyse du type rituel, on verrait qu'il y a eu plusieurs échanges, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs coups qui sont venus confirmer à chacun que l'autre existait. Qu'on est bien dans une structuration du temps, avec cette particularité qu'elle se termine par un coup qui était un coup inattendu, qui provoque ce moment de stupeur et la distribution des bénéfices entre les joueurs. Pour conclure ce petit aperçu des jeux en analyse transactionnelle, j'aimerais terminer par un récapitulatif sur les caractéristiques qui définissent qu'un jeu est un jeu. Il faut tout d'abord prendre conscience que les jeux n'ont de valeur et d'intérêt à être analysés que s'ils sont répétitifs. Et pour qu'un jeu soit un jeu, en analyse transactionnelle, il doit être répétitif parce qu'il doit s'inscrire dans ce que l'analyse transactionnelle décrit comme étant le scénario de vie. Il y a souvent un lien très fort entre les jeux auxquels nous jouons et les scénarios de vie qui nous caractérisent. Premier point, il doit être répétitif. Ce sont des jeux qui se jouent au niveau inconscient. Il y a, on l'a vu, des transactions qui sont des transactions sociales visibles et des transactions cachées. Ces transactions cachées se jouent en dehors de la conscience adulte. Le seul moment où l'adulte pourrait avoir un avis sur ce qui vient de se passer est dans le moment qui suit le moment de stupeur, le moment de stupéfaction, où l'adulte pourrait essayer de se demander comment il en est arrivé là, sans forcément d'ailleurs le trouver, seul. Et d'autre part, les jeux débouchent de toute façon sur des sentiments parasites, c'est-à-dire sur des sentiments qui ne sont pas authentiques réellement, et surtout qui ne sont pas adaptés à la situation telle qu'elle est vécue à l'âge où on la vit. Cette question des sentiments parasites, qui sont caractéristiques des jeux, comme nous l'avons vu, nous devrons y revenir quand nous traitons réellement des parasites et des parasitages. Pour que vous compreniez à ce stade-là, le plus simple est de passer par le jeu Sans Toi, qui est un jeu contre une femme est liée à un mari autoritaire qui lui interdit un certain nombre de choses ou qui, par son comportement, l'empêche de faire un certain nombre de choses. Ça peut être un mari autoritaire qui interdit formellement à sa femme de sortir ou de faire des activités en dehors du foyer, ou un mari qui imposerait des tâches ménagères ou qui déchargerait des tâches ménagères sur sa femme, l'empêchant d'avoir des activités à l'extérieur du domicile. La femme entre dans un jeu qu'on appelle donc Sans Toi, qui est un jeu dans lequel elle peut à la fois se placer en position de victime par rapport à son mari et du coup en dégager les avantages secondaires, et d'autre part, au niveau social, elle peut se plaindre de son mari avec d'autres femmes qui connaissent la même situation en jouant en restant sans lui. Le sentiment qu'on peut avoir, que la femme a souvent dans Sans Toi, est un sentiment de colère. Or, l'intérêt principal du jeu Sans Toi est un jeu contrephobique. C'est-à-dire que la femme s'inscrit dans ce jeu parce que le comportement du mari la prévient le fait qu'elle rencontre les situations phobiques qu'elle craint. Une femme qui détesterait danser pourrait, ou qui détesterait se retrouver dans des activités avec des gens qu'elle ne connaît pas, pourrait tout à fait se retrouver dans ce type de jeu. Situation phobique, elle accepte de rentrer dans un jeu contrephobique qui lui permet d'éviter les relations sociales, les relations phénoménologiques, les relations existentielles qui l'inquiéteraient. On le voit dans ce jeu
la femme va développer un sentiment souvent de colère contre le mari, alors que le sentiment qui est derrière, qui est sous-jacent, est la peur. Les jeux peuvent se jouer à 3 degrés différents. Dans le premier degré, on reste à un niveau de résultat qui est acceptable, c'est-à-dire que le jeu peut quasiment être public sans que l'image d'aucun des participants ne soit écornée, ou en tout cas écornée durablement. Les gens pourront avoir un avis sur le comportement de chacun, mais ça ne viendra pas toucher à l'image réelle des joueurs. Deuxième degré, les joueurs n'auront pas envie de partager le résultat du jeu dans lequel ils ont été pris ou auquel ils ont participé ou qu'ils ont initié, parce que le résultat ne serait pas socialement acceptable dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Si le résultat n'est pas acceptable socialement, nécessairement c'est parce que les conséquences du jeu, la force à laquelle il s'exerce, le sérieux avec lequel il se joue, a augmenté entre le premier et le deuxième degré. Et sur ce deuxième degré, on est déjà à un niveau de gravité plus important. Au troisième degré, Berne dirait que le jeu se joue jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'hôpital ou jusqu'à la morgue ou jusqu'à la prison. C'est-à-dire qu'on va véritablement au bout du jeu. Un jeu qui serait sans toi au troisième degré pourrait tout à fait aller jusqu'à une colère tellement importante que la femme se libère violemment de son mari. Au second degré, on serait dans un sans toi qui pourrait se terminer avec un conseil de famille, en tout cas avec une situation humiliante pour l'un des deux participants et peut-être même pour les deux. Au premier degré, le jeu sans toi permet simplement à la femme d'éviter la situation phobique et de pouvoir mettre en place des passe-temps de type club des femmes ayant un mari autoritaire. J'aimerais juste qu'on comprenne que dans Sans toi, on observe le jeu de la femme et donc du côté de la femme et de la façon dont elle initie, mais que bien évidemment, le mari joue lui aussi à un jeu avec possiblement ses propres phobies sous-jacentes qui sont derrière. Un mari autoritaire qui joue à Sans toi serait, dont la femme joue à Sans toi, qui serait autoritaire, aurait lui-même peut sans doute des craintes phobiques du type ne m'abandonne pas. Voilà, c'est un peu les éléments que je voulais vous transmettre sur les jeux, de façon à pouvoir passer à un modèle qui m'apparaît à moi plus simple et plus utilisable dans un premier temps, qui est le modèle de Karpman.